Je pense que la plupart des gens qui sont présents connaissent Jean-Félix, mais Jean-Félix est un étudiant au laboratoire de robotique qui vient tout juste de terminer sa maîtrise, son mémoire de maîtrise. Et puis, il a travaillé sur le développement de dispositifs qu'on appelle des générateurs d'inertie. Il va vous expliquer. Ce que je voulais dire, c'est que la présentation d'aujourd'hui, c'est un article que Jean-Félix présente à la conférence IROS, la conférence I3 IROS. Cette conférence va avoir lieu en ligne du 25 octobre au 25 novembre. Et donc, toutes les présentations ont été préenregistrées, incluant la présentation de Jean-Félix. Et ce qui est intéressant, c'est que la conférence est gratuite. Donc, pour ceux que ça peut intéresser, vous pouvez vous inscrire en ligne, c'est gratuit, puis vous avez accès à des présentations de tous les articles à partir du 25 octobre. Du 25 octobre au 25 novembre, les choses vont être en ligne, puis ça va être accessible. Donc, on pourrait dire un effet secondaire bénéfique de la pandémie, c'est-à-dire qu'une conférence comme celle-là est accessible à tous gratuitement, donc c'est quand même intéressant. Il y a aussi des conférences plénières, etc. Donc, quelque chose qui est vraiment accessible pour tout le monde. Bon, j'arrête de parler. Je te cède la parole, Jean-Félix, pour ta présentation d'aujourd'hui. Puis en passant, merci beaucoup d'avoir accepté de faire un séminaire. Pas de problème. Donc, pour partir, je vais juste faire un share de mon écran. OK. Spoiler alert, vous n'avez rien vu. Donc, super. Donc, bonjour tout le monde. Comme vous le savez, mon nom est Jean-Félix. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter le travail qui a été réalisé pour la conférence de l'IROS que j'ai préparée et qui s'intitule en français, donc le design, l'analyse et la validation préliminaire d'un générateur d'inertie rotationnel à 3 degrés de liberté. Donc, dans la présentation d'aujourd'hui, je vais débuter par vous donner un peu le contexte derrière les travaux qui ont été faits durant ma maîtrise. Puis, je vais vous présenter une version simplifiée à 1 degré de liberté d'un générateur d'inertie, simplement pour vous donner une idée de quoi ça peut avoir de l'air et pour mieux comprendre le concept. Ensuite, je vais poursuivre avec une présentation du design qui a été réalisé pour la conception d'un générateur, cette fois-ci à 3 degrés de liberté. Et avec tout ça, le prototype qui a été fait, je vais vous présenter la validation des résultats de ce prototype qui était l'élément clé de mon projet aussi. Et à la fin, je vais pouvoir faire une brève conclusion sur les travaux qui ont été réalisés. Donc, en premier lieu, pour le contexte, si on regarde des environnements de réalité virtuelle, on sait que dans les dernières décennies, en fait, il y a énormément de progrès qui a été fait. Ce progrès-là, évidemment, est dû en partie aux augmentations des performances vraiment des logiciels ou du hardware aussi de nos appareils de réalité virtuelle, donc avoir des meilleurs casques qui vont avoir du meilleur motion tracking ou toutes sortes de choses. Mais si on veut avoir un bon environnement virtuel, en fait, un environnement virtuel qu'on peut considérer immersif pour l'utilisateur, il y a un élément clé aussi qu'on s'est rendu compte qui est très important, puis c'est d'avoir une rétroaction sensorielle durant notre exploration du monde virtuel. Donc, au fil des ans, il y a plusieurs appareils qui ont été développés puis qui ont permis d'explorer ça de différentes façons. À l'écran ici, on a 3 bons exemples qui ont été faits pour ça. Donc, on a premier le marteau de Thor, qui est un outil avec des propulseurs à air qui permettent d'appliquer des forces sur la main de l'utilisateur. On a le gyro VR, où on a une roue d'inertie attachée à la tête de l'utilisateur, puis en tournant à haute vitesse, quand il tourne la tête, il va ressentir des forces. Et on a aussi un appareil plus commercial qu'on a le Valve Index, il y a des rétroactions directement dans les manettes qui se tiennent dans les mains, puis on va avoir des sensations lorsqu'il va y avoir des contacts avec des objets et des choses comme ça. Donc, toutes ces choses qui ont été développées ont un aspect en commun
Et c'est que ce sont des outils qui sont utilisés généralement pour représenter vraiment des interactions entre différents objets. Donc, on pourrait avoir, mettons, une interaction qui pourrait être de sentir un poisson qui mord à une canne à pêche, ou on pourrait avoir, mettons, deux épées qui vont faire une collision ensemble. Mais tu sais, c'est vraiment des impacts et des choses plus spécifiques, des moments plus spécifiques. Et on s'est rendu compte qu'il n'y a pas vraiment énormément de gens qui se sont attardés à développer des outils qui permettraient de sentir les propriétés inertielles comme telles d'un objet. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir un objet qui pourrait représenter juste, mettons, l'inertie de l'épée, puis sentir la balance de cette épée, puis vraiment sentir les forces qu'il faudrait pour déplacer cet outil-là. Donc, ça l'a mené à la grande question de notre projet, qui est, est-ce qu'on est capable de créer un outil qui serait capable justement de simuler les propriétés inertielles d'un objet virtuel, puis d'avoir quelque chose qui pourrait être bon pour plusieurs objets et non pas pour un seul objet spécifique. La réponse à ça, je ne ferai pas de surprise, là, est un oui. Puis, c'est quelque chose qui a déjà été exploré auparavant dans notre lab à l'Université Laval en 2014. Donc, on avait un prototype à 1 degré de liberté qui avait été développé, qu'on voit ici affiché à l'écran. Donc, dans ce prototype, on a une masse centrale ici qui peut se déplacer sur un rail. Puis, lorsque l'utilisateur va déplacer tout le chariot, tout le rail, la masse qui est sur le dessus va pouvoir se déplacer pour soit faciliter le mouvement qui est appliqué par l'utilisateur ou le rendre plus difficile. Et tout ça se fait en contrôlant la masse qui est sur le dessus. Donc, le prototype qui avait été développé est un prototype qui était assez volumineux, donc qui avait une masse de 4,77 kg. Il faisait 52 cm de long également. Donc, ce n'est pas quelque chose de très facile d'utilisation. Il fallait le garder sur le sol, puis c'était quand même assez difficile à manipuler. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est est-ce qu'on pourrait tenter de développer quelque chose qui serait plus ergonomique à utiliser, qu'on pourrait garder dans nos mains, puis qui pourrait être confortable pour l'utilisateur, donc qui ne le fatiguerait pas durant son utilisation. En faisant ça, on s'est dit qu'on pourrait en même temps explorer une autre partie qui est de reprendre le même effet, mais cette fois-ci en rotation. Donc, on a ici une version 1 degré de liberté d'un générateur d'inertie, mais en rotation. Donc, l'équivalent de ce que je viens tout juste de vous montrer. On a en bleu une masse active qui, elle, est actionnée par un moteur et ce moteur qui est attaché au bâti en vert. Donc, le principe est que le moteur fait tourner la masse active sur le dessus pour faciliter ou rendre plus difficile le mouvement appliqué par l'utilisateur. Il y a une particularité quand on passe en rotation, c'est que cette fois-ci, on n'a plus de limitation en termes de position, qui est en soi un bon avantage à avoir parce que c'était une des limitations principales du concept précédent que je viens tout juste de vous montrer. Donc, si on peut regarder d'un point de vue un petit peu plus mathématique pour des gens qui aiment se pencher là-dessus, on peut prendre nos deux corps et faire des diagrammes de corps libre avec. Donc, on a l'équation 1 qui représente les forces sur la masse active en bleu. Donc, on voit qu'on a les torques moteurs qui sont équivalents à l'inertie de la masse active fois son accélération totale. Puis, du côté de l'équation 2, on a quelque chose de semblable, sauf que cette fois-ci, on a également les torques appliqués par l'utilisateur, moins les réactions du moteur. Le secret pour faire la génération d'inertie est dans l'équation 3. Donc, c'est de prendre et de mettre une contrainte sur les torques appliqués par l'utilisateur. Donc, on veut que ce que lui ressente, ce soit plutôt l'équivalent d'avoir un objet d'une inertie IA et multiplié par l'accélération du bâti, donc l'objet que l'utilisateur manipule directement. Avec cette contrainte-là, on peut brasser un petit peu plus les équations et obtenir une loi de commande. Donc, l'équation 4 représente plutôt la même contrainte, mais du point de vue des paramètres cinématiques des équations 1 et 2. Puis, en remplaçant ici, en insérant notre contrainte dont je viens de vous parler, on obtient l'équation 5, qui est notre loi de commande, où est-ce qu'on a
l'accélération moteur qui va être nécessaire pour pouvoir entretenir notre effet de génération d'inertie. Donc, avec ça, on peut passer à un concept un petit peu plus compliqué, à 3 degrés de liberté. Donc, quand on passe à 3 degrés de liberté, on a un choix qui arrive parce que là, il y a plusieurs façons d'obtenir des torques dans les 3 directions. Dans mon projet, j'ai exploré un total de 5 concepts différents, mais il y en avait réalistiquement seulement 2 qui pouvaient se réaliser. Et c'est les 2 que je présente ici. Donc, à gauche, on avait un concept à 3 roues d'inertie, qui est en fait une généralisation du concept 1 degré de liberté que je viens tout juste de vous montrer. Cette fois-ci, ce que ça donne, c'est d'avoir 3 roues d'inertie qui sont affixées à un seul bâti. Et ce sont 3 roues qui peuvent bouger toutes de façon indépendante de leur côté. Un concept comme ça a cependant un désavantage qui est quand même assez clair, qui est si on fait un mouvement uniaxial au bâti, c'est-à-dire si on fait un mouvement juste en X, alors il va y avoir 2 autres roues d'inertie qui deviennent des poids morts durant l'utilisation. Puis comme nous autres, on essaie de faire un prototype qui va être le plus efficace possible, qui risque d'être le plus léger et le plus confortable, on veut pouvoir utiliser au maximum les capacités de notre générateur d'inertie. Donc, on a développé plutôt un deuxième concept à droite qui utilise l'effet gyroscopique. Donc, on a un gyroscope à 2 axes qui est inséré à l'intérieur d'un bâti. Puis, de la façon qu'il fonctionne, c'est qu'on a la masse en bleu, qui est la masse principale de notre prototype. Puis, celle-ci peut être réorientée par 2 étages de gimbals qui permettent de réorienter cette roue d'inertie-là qui tournerait à haute vitesse. Maintenant, c'est bien beau avoir ces 2 concepts-là, mais ça nous prend une façon de pouvoir les comparer puis de déterminer en réalité lequel peut être le meilleur. Donc, la façon dont on a décidé de procéder pour ça, c'est de regarder lequel aurait une meilleure efficacité en termes des requis pour les moteurs. C'est-à-dire qu'on a développé pour chacun un modèle mathématique complet qu'on a simulé, puis on leur a donné des propriétés d'inertie et de masse équivalentes, chacun de leur côté, et on a décidé de mesurer lequel aurait besoin des plus petits moteurs possibles pour pouvoir arriver à faire le même effet d'inertie. Donc, ce que je vous présente ici, c'est les résultats de certaines de ces simulations-là. Donc, pour vous expliquer ici le test qui a été fait, donc on a fait des simulations pour des inerties allant de 0 fois l'inertie totale de ces concepts-là, et on a simulé jusqu'à 10 fois l'inertie totale de ce prototype-là. On a regardé c'est quoi la vitesse maximale qui serait appliquée à tous les moteurs, aux 3 moteurs, puis on a regardé aussi le torque maximal. Ce qui est important de regarder dans la figure ici, c'est tout d'abord, on a en bleu les résultats pour le concept à 3 roues d'inertie, qui est notre base de comparaison. Puis, l'élément clé qu'on peut remarquer, c'est en rouge et en vert, on a les moteurs 1 et 2 qui représentent les axes de réorientation du concept gyroscopique. Et ce qu'on voit, c'est que pour ceux-ci, ça demande une vitesse qui est considérablement plus petite que le concept à 3 roues d'inertie pour parvenir au même effet. Le troisième moteur, qui est celui qui contrôle la roue centrale à haute vitesse, évidemment, a besoin d'une plus grande vitesse pour parvenir à faire son effet. Maintenant, si on regarde du côté du couple qui est généré par les moteurs, on peut voir une histoire qui est semblable, c'est-à-dire que quand on regarde le concept à 3 roues d'inertie en bleu et qu'on le compare au moteur de l'effet gyroscopique, on voit que les 2 moteurs en rouge et en vert, les moteurs 1 et 2, ont besoin soit d'un peu moins de couple ou à peu près équivalent. Puis pour le moteur central, les couples sont semblables également. Ce que ça veut dire, tout ça, c'est que pour le concept gyroscopique, on a 2 moteurs
qui ont besoin de couples semblables, mais qui ont besoin de plus petites vitesses. Ce qui veut dire qu'on peut avoir 2 moteurs qui vont être plus petits pour être capable d'obtenir le même effet. Non seulement ça, mais ces 2 moteurs-là sont les moteurs qui seraient situés le plus à l'extérieur de notre concept. Donc, c'est eux qui ont le plus grand effet sur l'efficacité totale de notre prototype. Non seulement ça, le troisième moteur, ben, comme vous avez vu, aurait besoin potentiellement un petit peu plus de couple et plus de vitesse. Mais ce qui arrive, c'est que ce moteur-là est au centre et peut quand même être utilisé pour faire la génération d'inertie, puisqu'il fait partie de la masse active partiellement. C'est-à-dire qu'il est au centre, puis il est réorienté par les 2 autres axes, ce qui permet de réutiliser partiellement la masse supplémentaire qu'il y apporterait. À partir de ces faits-là, on s'est dit que dans ce cas-ci, ça voudrait dire que ça serait quand même assez intéressant d'essayer de développer le concept à effet gyroscopique. Et c'est évidemment ce qu'on a fait. Donc, ce que vous voyez ici, c'est une version du prototype qui a été réalisée. Donc, à gauche, on a le modèle CAO qui avait été développé, puis à droite, on a le prototype comme tel qui a été développé. Au final, ce qu'on a réussi à obtenir, c'est un prototype qui est relativement léger, c'est-à-dire avec 1,4 kg, ce qui est à peu près le tiers de la masse qui avait été nécessaire pour développer l'ancien prototype. Puis, si on regarde seulement le cadre, il fait un total de 24 cm de long, ce qui le rend quand même beaucoup plus économique. Puis, quand on le prend à 2 mains, ça ne devient pas quelque chose d'épuisant à utiliser non plus. La chose qu'il faut remarquer, cependant, c'est que si on regarde du côté du prototype, on peut voir dans cette section qu'il y a des fils qui courent tout le long du prototype. À l'origine, on n'était pas supposé avoir ce problème-ci. En fait, on avait développé potentiellement une solution qui aurait pu mitiger ce problème-là, mais on s'est rendu compte qu'on avait légèrement sous-estimé la taille et la quantité de fils qui seraient nécessaires pour alimenter les moteurs, ce qui fait qu'on n'a pas été capable d'utiliser la solution qu'on avait prévue. Et ça a introduit une problématique, c'est-à-dire qu'à cette heure, on avait une limitation en position qui n'était pas prévue à la base. Avec tout ça, on a quand même pu établir certains tests pour valider le prototype, malgré ces contraintes-là. Et pour la validation, ce qu'on a décidé de faire, c'est de comparer du point de vue d'un modèle mathématique les couples calculés par un modèle mathématique qui serait demandé par l'utilisateur et comparer ça à des vraies mesures avec des senseurs de force et de torque. Donc, juste pour revenir à l'arrière, on a ici, sur le côté, c'est ça, il y a des senseurs de force qui ont été mis entre chaque poignée et le bâti, ce qui fait que quand l'utilisateur déplace le prototype, on peut mesurer les forces et les couples qui sont déployés à ce moment-ci. Et pour la validation, on compare ça au modèle mathématique pour voir si les deux correspondent. Donc, on a décidé de faire ça pour plusieurs inerties simulées différentes. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'effectivement, nos données de force provenant des senseurs et nos données provenant du modèle mathématique correspondaient vraiment très bien ensemble, comme vous pouvez le voir ici à l'écran. Donc, pour les figures A à C, on a des inerties qui passaient de 0,5 fois l'inertie totale du prototype jusqu'à 1,5 fois l'inertie totale du prototype. Et pour chacun de ces essais-là, c'est ça, les données correspondaient très bien ensemble. Et non seulement ça, on pouvait observer qu'en augmentant l'inertie, ça demandait de plus en plus de couple de la part de l'utilisateur pour déplacer notre prototype. C'est très logique, mais c'était exactement l'effet que l'on souhaitait observer. Ce qui veut dire qu'avec ces 3 figures-là, on peut conclure qu'on a vraiment réussi à obtenir un effet de génération d'inertie. Et étant celui qui a manipulé le prototype durant ces expériences-là, on sent vraiment aussi une plus grande difficulté. On sent vraiment qu'on a besoin de plus d'efforts pour être capable de déplacer lorsqu'on fait l'augmentation.
La dernière figure en D est pour montrer que malheureusement, il y a des limites à cet effet-là. Puis en essayant de simuler 2,5 fois l'inertie totale du prototype, il y avait des instabilités qui apparaissaient. Mais ça, c'était vraiment un des problèmes qui apparaissaient dû à l'implémentation dans le prototype et non pas le concept de génération d'inertie en soi, là. Donc, pour vous donner une petite idée de quoi ça a l'air en action, j'ai ici une vidéo qui montre l'opération, mais ici, un petit peu différente. Donc, c'était des tests qui avaient été faits préalablement, où est-ce j'utilisais le prototype d'une façon plutôt proactive, c'est-à-dire que j'imposais déjà un mouvement aux axes du prototype. Puis à droite, on voit la comparaison des modèles mathématiques et des senseurs de force. Donc, c'était pour comparer que les données pouvaient correspondre très bien ensemble malgré l'opération avec des mouvements complexes. Et voilà pour le prototype. Donc, pour la conclusion de toute cette présentation, voici, il y a eu plusieurs contributions que j'ai apportées durant ce projet. Puis la première, c'est d'avoir fait le design complet de 2 concepts différents pour un prototype de génération d'inertie. Puis ces concepts-là ont été complètement simulés et puis validés ensemble. Avec ça, on a réussi à faire la sélection d'un des deux, puis on a fait le design complet du générateur avec un effet gyroscopique à 3 degrés de liberté. Puis j'ai utilisé ça et implémenté tout l'algorithme de contrôle pour ce prototype-là. Et avec tout ça, on a finalement réussi à valider que l'effet de génération d'inertie, même avec quelque chose de plus complexe comme la rotation à 3 dimensions, est quelque chose qui est possible et qui peut être utilisé. Donc, avec tout ça, moi, personnellement, la seule chose que je peux espérer, c'est qu'on va pouvoir un jour intégrer ce genre de technologie-là ou ce genre d'effet-là dans des appareils qui pourraient être utilisés un petit peu de façon un petit peu plus mainstream et pouvoir avoir ça dans un environnement virtuel parce qu'on va pouvoir s'amuser à déplacer des objets et pouvoir les ressentir également. Donc, je vous remercie de votre attention pour cette présentation. Et on peut maintenant passer j'imagine, à une période de questions, si jamais on était rendu là. Oui, on est bien rendu là. Donc, on peut prendre les questions. Vous pouvez lever la main ou vous pouvez parler directement, là. Donc, pas de problème. Ou vous pouvez utiliser la conversation, comme vous voulez. Vincent, tu as une question? Vincent, ton micro est... Oui. Merci pour le commentaire, Dominique. Mute. Là, ça marche-tu? Ouais. Oui. OK. Le dernier graphique que tu montrais en live, ce qu'on voyait, est-ce qu'il y en avait un qui c'était les forces mesurées que l'utilisateur sentirait déjà? Puis si oui, c'est mesuré comment? C'est sur les poignets? Ça, c'est sûr si oui. Donc, tu veux dire dans la vidéo que j'ai montrée, là? Ou... Ouais, ça a passé vite. Puis là, je voulais voir la data, puis tout. J'ai pas eu le temps de voir les axes. Okay. Je peux faire un pause dessus, là. Je vais te le repartir. Donc, c'est ça. Les trois axes qu'on a ici, c'est les torques qui sont mesurés par les senseurs de force. Puis, qui sont comparés aux modèles mathématiques. Donc, en bleu, c'est les mesures par les senseurs de force. Puis, en orange, c'est les modèles calculés par le modèle mathématique. OK. Donc, c'est ce que l'utilisateur ressentirait. Ouais, exactement. OK. Puis, comme on peut voir à la base des poignées, il y a des capteurs de force et de couple. C'est ça qui permet de déduire là, les valeurs qui sont sur les graphiques. Oui, c'est ça. C'est le data le plus relevant que tu peux montrer, là, je pense. Oui, définitivement. OK, go. Est-ce qu'on a d'autres questions? Moi, je me demandais, y a-t-il quelque chose qui empêche, disons, j'ai le dispositif dans mes mains, y a-t-il quelque chose qui l'empêche de me sauter des mains si je simule une inertie vraiment élevée et que je ne suis pas capable de l'arrêter avec mes mains?
Probablement que tu vas être limité par tes moteurs qui sont juste pas capables de déployer assez de force pour ça, là. En tout cas, les moteurs qui ont été utilisés là-dedans, ça va peut-être donner un petit coup, mais pour l'instant, justement, il était déjà instable avant de se rendre à des grandes inerties, fait que j'ai jamais vraiment essayé avec quelque chose de plus grand que ça. OK. Puis, c'est ça, j'ai pas été capable d'arriver à quoi que ce soit, là. Clairement, il partait en fou si tu essayais quelque chose de beaucoup trop élevé, là. Puis, à partir de ce moment-là, il tombait en faute quasiment instantanément aussi, fait que... OK. Puis t'avais-tu une limite inférieure sur l'inertie que tu peux... c'est-à-dire, c'est quoi la limite inférieure sur l'inertie perçue que tu pouvais donner? Tu pouvais-tu donner une inertie beaucoup plus faible perçue que l'inertie réelle de l'objet? En théorie, tu pourrais techniquement mesurer un zéro inertie, mais quand je le voyais en pratique, l'inertie minimale, 0,5 fois, c'était quand même déjà une bonne quantité. J'ai déjà essayé de descendre jusqu'au corps, mais ce qu'on se rend compte, c'est que le délai dans la rétroaction des moteurs fait en sorte que là, il y a comme une instabilité. Puis à la place de sentir qu'il y a comme un retard entre l'effort que tu donnes puis la rétroaction que tu vas obtenir, ce qui fait en sorte que tu n'es pas capable d'avoir un bon feedback entre les deux. Puis, À un moment donné, c'est un peu comme si tu essayais de faire danser un éléphant comme une mouche. on pourrait dire comme ça. Oui. En fait, je pense qu'un élément important pour être capable de réduire beaucoup l'inertie perçue par rapport à l'inertie réelle, c'est en fait le ratio des effets inertiels des roues qui tournent à l'intérieur, puis le bâti lui-même. Donc, si le bâti lui-même est très léger par rapport à ce qui se passe à l'intérieur, on maximise nos chances d'être capable de rendre des choses qui sont plus faibles. Mais bien sûr, il faut aussi avoir des capacités d'accélération, des roues inertielles là, qui sont suffisamment grandes. Donc, c'est sûr qu'il y a une limite, mais cette limite-là dépend des caractéristiques technologiques là, de l'ensemble du système, puis aussi du système de contrôle. Donc, c'est un problème qui est encore ouvert, là, puis on est encore en train justement de travailler sur d'autres concepts de générateurs d'inertie là, pour essayer de encore pousser plus loin là, ce ratio-là. Super. Quelqu'un d'autre aurait une question? J'en ai peut-être un autre, c'est que... Ouais, vas-y. Ça ne vaut battre. Dans ton data, tu estimes numériquement le torque que l'utilisateur va sentir, puis tu mesures, puis tu superposes les deux. Mm-hmm. Les pics, ça ne doit pas être des pics d'inertie, j'imagine. Ça doit être juste à cause du bruit dans le courant. Plus dans le graphique live qu'on avait, là, le courant, ce que l'utilisateur ressentait avait l'air d'être plus smooth que ce que tu estimais. Puis je me dis, c'est sûr que si on infère le torque avec le courant, puis le courant il est bruité beaucoup, ça doit donner plus des coups dans le modèle que dans la vraie vie. Ouais, admettons, il y avait des pics ici qui apparaissaient là, en bleu. Mm-hmm. C'est-tu un peu ça que tu regardais? Là? C'est vraiment ça que je me demandais. Ouais. Ça ici, j'ai l'impression que dans la dernière fois que j'avais regardé, je voyais qu'il y avait des petits problèmes, je pense, vraiment au niveau de la mécanique, puis qu'il y avait un petit peu de glissement à la fin du mouvement quand il arrivait, puis qu'il breakait pour retourner de l'autre sens. Ce qui faisait en sorte qu'il y avait comme un dernier petit coup qui était redonné au bout complètement du mouvement. C'est des choses qui étaient moins présentes avant, mais quand je suis revenu de la pandémie, comme n'importe quel projet qui est abandonné pendant 2 mois de temps, les choses bougent tout seul. Fait qu'à un moment donné, il y a même une coupe de vis qui avait décidé de se dévisser, puis il a fallu que je leur montre quasiment de rien, puis j'ai pas réussi à obtenir la même finesse que j'avais auparavant. Là. Fait que le graphique qui a été produit là, en fait, le vidéo qui a été filmé puis le graphique qui a été là n'ont pas été faits au même moment. Là. J'ai repris des données pour les remettre, mais j'ai repris les mêmes mouvements. Mais ce que j'avais avant était collé encore vraiment mieux. Puis j'ai juste pas. Quand je l'ai remonté la deuxième fois, il y a de quoi qui était plus aussi. Ça peut. Fait qu'à 0.2 Nm, ça peut être de quoi de simple, comme quand le mécanisme arrête, il y a un câble qui vient effacer sur le côté, puis ça peut générer de quoi de tannant. Ouais, sauf que ici, de la façon dont il était fait, la plupart des câbles étaient tous reliés à l'intérieur. Donc, s'il y avait un câble qui tirait
sur par exemple, c'est le câble qu'on voit ici, là. Mhm. Si jamais lui, il tirait sur le câble, puis vu que c'est une force qui est interne, elle serait détectée par le senseur de force qui est à l'extérieur du câble, là. OK. Bon, c'est tout ce que j'avais. Merci. J'en profite pour présenter aux membres du labo Raphaël Cloutier, qui est présent dans le séminaire. Là. Raphaël, je ne sais pas si tu peux allumer ta caméra. Puis juste dire bonjour. Donc, Raphaël est un stagiaire de premier cycle au laboratoire cette session-ci. Puis il travaille justement sur le concept de générateur d'inertie, qui est le premier concept que Jean-Félix a montré avec les 3 roues d'inertie. Puis donc, qui est le concept alternatif, autrement dit. Là. Et donc, c'est ça. Raphaël est en train de travailler là-dessus. Donc, c'est ça. C'est une occasion là, de présenter aux autres membres du labo. Ouais, enchanté les autres membres. Ouais. Bonjour. Est-ce qu'on a d'autres questions? J'aurais peut-être une autre question. Oui. Est-ce que la structure gyroscope, est-ce que certaines configurations font en sorte qu'on n'est pas capable de générer une certaine inertie dans une direction? C'est-à-dire, est-ce qu'on obtient une singularité? Oui, c'est ça, un peu en quelque sorte. Là. Oui, ben, il y a effectivement un problème de singularité. D'un point de vue théorique, si les roues ils tournent vraiment assez vite, peu importe les simulations que je faisais, je n'ai pas réussi à obtenir comme une valeur mathématique qui aurait pu indiquer ou juste une équation qui fait OK, on va avoir nécessairement une singularité qui va arriver là. Mais j'avais fait vraiment une panoplie de simulations. Puis si la roue d'inertie centrale tourne vraiment assez vite, les gimbals n'ont vraiment pas besoin de bouger énormément pour être capable d'y arriver. Puis ça fait en sorte que peu importe les directions que tu donnes, il y a toujours l'air d'approcher la singularité, mais sans jamais vraiment aller coller dessus. Sauf qu'en pratique, ben, dès qu'il passait proche, il y avait de la misère soudainement à revenir sur sa trajectoire parce que là, la sensibilité n'est pas tout à fait la même dépendamment de sa configuration. Mais les PID, eux autres, appliquaient le même genre de torque, peu importe sa configuration. Là. Fait qu'il y avait comme un problème là-dedans aussi. Là. Fait que généralement, non, ça n'avait pas l'air d'être tant un problème, mais une fois qu'on l'a mis en application, ben, ça avait l'air d'être un petit peu plus un problème. Là. OK. Fait que j'imagine que ça motive un petit peu aussi d'essayer l'autre structure. Là. Définitivement. Oui, puis une autre chose qui motive l'étude de l'autre principe, c'est tous les problèmes qu'on a eus avec l'accablage. Oui. Qui sont éliminés dans l'autre cas. Là. Il y a une question de Jean-Christophe dans le chat, là, dans la conversation. Donc, as-tu inclus la dynamique du mécanisme dans le contrôleur des moteurs? Sinon, à quel point est-ce que ça aurait augmenté les performances du modèle? Oui, en fait, le contrôleur est entièrement basé à partir de la mécanique. Là. Ben, si je comprends bien. C'est-à-dire, j'ai juste pris les équations dynamiques comme l'équation que j'avais présentée ici. Donc, j'avais pris l'accélération moteur. Puis après ça, ben, j'ai juste asservi un PID sur, pas directement l'accélération, mais en faisant l'intégration 2 fois de notre accélération nécessaire, j'obtiens la prochaine position qu'on veut obtenir. Puis à partir de là, c'est là que je faisais mon asservissement. Mais tout ce qu'il y avait en arrière, tout pour ce qui était pour déterminer la prochaine position qui était nécessaire était purement théorique à partir de la dynamique comme telle de mon prototype. Je vais essayer de trouver le chat. Là. Je ne sais pas si j'ai accès à quelque part. Il faut que je stop share, je pense. Si je veux voir le chat. Une question par rapport à ce que tu viens juste de dire. Salut. Dans le fond, toi, ce que tu voulais, c'est asservir l'accélération. Donc, tu voulais avoir une accélération donnée. Oui, c'est ça. Donc, tu intégrais 2 fois pour... tu faisais un PID sur l'accélération ou sur la position après intégration? Sur la position après intégration. OK. Puis là, dans le fond, tu mesurais la position avec les moteurs, puis là, tu dérivais 2 fois. C'est ça? Pour vérifier.
Non, même Ah non, pas. tu comparais dans les positions. Je comprends. Ouais. OK. C'est bon. Puis, est-ce que, parce que je sais que, disons, oh non, il n'y aura pas ce problème-là, parce que c'est pas un accéléromètre. OK. Puis ma question, j'avais une autre question, c'est par rapport au problème de câblage, là, je trouve ça quand même intéressant. Est-ce qu'il existerait des possibilités d'avoir des contacts, dans le fond, comment dire, passer l'électricité à travers les contacts là, Ouais. Les slip rings. Les slip rings, c'est ça exactement, ouais. C'est l'autre qu'on avait pensé, là. OK. Qui n'a pas été réalisé. Ben, quand on en avait parlé, je pense que, du moins, Thierry avait appuyé cette théorie-là que les slip rings, à un moment donné, c'était pas fait pour tourner 100% en permanence ou qu'il pourrait avoir de l'usure à force de l'utiliser, surtout qu'il lui est fait pour tout le temps tourner puis twister ensemble. Puis, moi, personnellement, j'ai pas d'expérience avec les slip rings, donc j'ai déduit que c'était effectivement peut-être pas une bonne idée selon ce qui avait été discuté, mais je ne sais pas si Clément, tu aurais quelque chose d'autre à appuyer là-dessus. Ben, c'est une possibilité, là. C'est quelque chose qui pourrait peut-être marcher, mais on a réalisé aussi qu'on avait quand même pas mal de câblage à passer, là. Puis on a quand même 2 étages là, de gimbals à traverser, tout ça. Donc, oui, c'est faisable, là, mais c'est pas si simple que ça. Là. Bon, ouais, merci. Puis ça reste aussi que quand on arrive au dernier étage, à la roue d'inertie, ben là, on a quand même du câblage qu'il faut qu'il sorte du slip ring puis qu'il aille au moteur et tout ça. Fait que, bon, c'est gérable, là. Ça aurait pu améliorer les résultats, mais c'est... Bon, il n'y a rien qui est toujours aussi simple que conceptuellement. Là. Donc, en pratique, là, c'est toujours un petit peu plus compliqué que ça en a l'air. Puis, question, parce qu'il y a aussi le fait que juste, le mécanisme est quand même macroscopique, donc il y a quand même un gros volume, puis là, il faut qu'on ait des moteurs pour tout ça. Est-ce que vous pensez que potentiellement la solution par gyroscope, c'est quelque chose qu'on peut utiliser comme une version miniature? Je vois beaucoup d'applications pour des téléphones, des trucs comme ça, où on aurait un tout petit appareil. Là. Je sais pas. J'ai pas vraiment regardé des différences en termes de différentes tailles de gyroscope et qu'est-ce que ça pourrait impliquer. J'ai toujours été pour quelque chose qui serait de taille utilisée dans les mains d'un utilisateur. Fait que j'ai pas vraiment d'appui là-dessus parce que les technologies pour faire un gyroscope mécanique mais miniaturisé, ben, c'est peut-être c'est vraiment à ma connaissance, c'est quand même assez différent. Là. C'est différent à gérer. Mais je sais que en soi, le gyroscope présentait certains défis aussi. Puis on peut relier ça aussi à l'autre question d'avant sur le contrôle en position. Ça avait certaines implications aussi où est-ce que s'il était utilisé quand même longtemps, il y avait certaines divergences qui apparaissaient à force d'essayer de toujours intégrer sur une position puis sur une accélération. Mais un gyroscope, c'est quelque chose qui est à la base quelque chose d'instable. Fait essayer d'asservir quelque chose d'instable, c'est pas quelque chose qui est particulièrement facile. Je suis pas assez proche, mais ça n'a pas été suffisant. Là. Mais pour répondre aussi à ta question, Jordan, oui, dans le concept qu'on est en train de regarder maintenant, un des objectifs, c'est de faire un dispositif qui soit plus petit que le dispositif actuel, pour avoir le genre de cube qu'on peut tenir en main là, assez facilement, là, pour avoir quelque chose de peut-être un petit peu plus proche d'applications portables là, dans des jeux vidéo ou des choses comme ça. Là. Okay. Est-ce qu'on a d'autres questions? Juste petite question. Peut-être je parle en anglais. Yeah. The way we handle le poignet, là, it does affect the feeling that we feel the cup and the torse and the force. You understand my question? You have the handle there, and the way we handle that, because we handle like really near and really far like this. Is that affect the way we feel the torse? Yeah, well, it does because if you want to
let's say if you have a long stick or something and you want to rotate that stick, if you take the edges, it's much easier to manipulate because you need less force on the edges to make a torque. And if you go really nearby, you're going to need a lot more force in order to make it move. So it has some effect. So if it had a really, really long handles, well, it would be easy to manipulate, but you could still feel a certain difference if you have a small inertia, which would be rendered, or a higher inertia. Okay. Merci. En fait, d'un point de vue expérimental, le but des poignées, c'était surtout de pouvoir mettre des capteurs de force pour qu'on puisse mesurer les forces vraiment perçues, les forces et les couples vraiment perçus par la personne. Parce qu'on aurait pu attraper le bâti directement, mais là, il faut qu'on ait quelque chose pour mesurer là, les efforts. Donc ça, c'était un des buts des poignées. J'aurais peut-être encore une autre question. Moi, je me demandais les limites articulaires que vous aviez à cause des câbles. L'impact concret de ça, c'était-tu que ça limitait, disons, l'accélération que tu pouvais donner maximale parce qu'après ça, tu n'avais juste plus assez de plage de mouvement pour te rendre à cette accélération-là? En fait, c'est surtout que ça tirait, puis ça empêchait d'obtenir une position. Comment dire, c'est que si ça vient tirer, ben pendant le mouvement du gimbal, ben, lui, à un moment donné, il atteint sa position maximale, puis là, ça donne un coup à la place, puis alors que tu essaies de te rendre plus loin, puis on ne veut pas endommager les fils, ils sont vraiment petits. Fait que moi, ce que j'ai dû faire, c'est vraiment imposer dans le logiciel de dire dépasse pas telle position, puis si tu as telle position, bloque ça complètement. Là. Parce que sinon, ça allait juste endommager les fils directement. Puis là, on aurait juste tout perdu les capacités du prototype. Là. Fait que quand ça faisait ça, ben, ça veut dire que s'il approchait de ces limitations, ben, concrètement, tu pouvais sentir, mettons, un effet d'inertie qui était plus difficile, puis là, tu le bougeais, puis là, ben, aussitôt qu'il accotait dans une de ces limitations, ben là, soudainement, toi, dans ton mouvement, soudainement, tu étais capable de le bouger plus facilement, puis tu étais comme entraîné là-dedans. Fait que c'est un peu ça que ça donnait, là. D'autres questions? Super. OK. Ben, merci beaucoup, Jean-Félix. C'est très apprécié. C'était très intéressant. On va applaudir virtuellement.